Faire du Bénin un beau et agréable pays à vivre, ambition présidentielle portée par plusieurs projets de modernisation du cadre de vie. Zoom dans ce journal. Des profils prêts à l'emploi grâce à une offre de formation professionnelle restructurée, chantier présidentiel prioritaire, qu'en pensent les patrons d'entreprise? À suivre quelques-uns dans ce journal. Dématérialisation des procédures d'entrée et de sortie de marchandises au Bénin. Un projet le prépare. Son nom, guichet unique du commerce extérieur. On en parle dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h. Dans ce 20h, nous avons un invité. Il s'agit de M. René Sotomé. Il est le chef département en mouvement d'énergie à la direction technique de la SPEE. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Ozias. Merci de venir nous éclairer sur une nouvelle qui circule sur les réseaux à propos d'une interruption d'énergie électrique qui surviendrait demain. Merci. Merci de rester avec nous. On revient pour en savoir un peu plus. Bien sûr, pas de souci. Autonomie énergétique du Bénin dans 30 mois, ambition réaliste ou utopie? Ghislain Pouguet a questionné acteurs et données du secteur, avec au bout des réponses propres à créditer cette annonce de Patrice Talon. Suivons. Porto Novo, 23 mai 2021. À la tribune, Patrice Talon, nouvellement investi pour un second mandat, annonce. Nous devons tous croire en notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse. C'est ce même état d'esprit qui nous conduira, d'ici 30 mois, à l'autonomie énergétique, après avoir, en 5 ans, porté notre niveau de production de presque 0 à 60% de nos besoins. L'autonomie énergétique en 30 mois, 2 ans et demi, pour produire la totalité de ce que le Bénin consomme en termes d'énergie. Possible? Le Bénin a-t-il les capacités de réaliser une telle ambition? La réponse se trouve dans les grandes réalisations conduites par le gouvernement durant les 5 dernières années. Entre 2016 et 2020, la production de l'énergie électrique au Bénin a fait un bond jusque-là jamais vu au pays. 4 ans pour passer de 0 à 60%. Pour en arriver là, de gros projets générateurs de mégawatts ont été mis en œuvre. Nous disions qu'à l'horizon fin 2019, il n'y aura plus aucun moyen de location sur notre territoire. Ce pari a été tenu puisque fin 2019, nous avons sorti du pays tous les moyens de location pour produire de l'électricité. 3 centrales à Porto-Novo, à Parakou et à Natitengu ont été réhabilitées pour l'équivalent de 6 milliards 200 millions de nos francs et sont fonctionnelles aujourd'hui, capables de fournir 30 MW. Maria Gleta, une centrale thermique avec 727 MW, est le plus remarquable. Le renouvelable aussi a été mis à contribution. Le gouvernement a mis en place un programme de politique nationale de développement des énergies renouvelables qui nous donne une vision sur les 10 prochaines années en termes de boussole pour savoir quelle sera la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Des mini-centrales solaires ont été construites dans plusieurs communes, comme des électrons conduits par une ligne haute tension. D'autres grands projets sont mis en route et filent tout droit vers leur réalisation. Il existe aussi un projet de 64 microcentrales photovoltaïques à construire dans différentes localités. À la construction de toutes ces unités de production vont s'ajouter la réhabilitation, la modernisation et le renforcement du réseau pour un transport et une distribution efficaces. Dans ce domaine, beaucoup d'efforts ont été déjà fournis. En ce qui concerne la longueur totale des lignes haute tension, elle s'est accrue de 66,36% sur la période 2016-2020. En matière d'électrification rurale, 324 localités sont sorties du noir. Énergie et économie, le projet Vinci qui va permettre d'alimenter les grandes zones économiques et les zones franches, c'est 200 milliards, plus que ce que la communauté économique du Bénin CEB a investi en 53 ans d'existence. Et quand le Bénin sera autosuffisant en matière d'énergie, il pourra même aller sur le marché régional d'électricité et devenir vendeur. L'annonce du 23 mai de Patrice Talon n'est donc pas liée seulement à l'autosuffisance du Bénin. Elle prend dans le contexte actuel une forme de message à la sous-région électrique. Faites attention, le Bénin arrive.
Faites attention, le Bénin arrive et surtout son autonomie énergétique programmée pour dans 30 mois. Belle transition, belle entrée en matière. Justement, pour vous recevoir, monsieur René Sotomain, vous êtes le chef département en mouvement d'énergie à la direction technique de la SBEE, la société béninoise qui nous fournit de l'énergie électrique. Et curieusement, on annonce sur les réseaux que demain, patatras, on va connaître une coupure d'énergie électrique. De quoi s'agit-il? Vous confirmez d'abord? Oh, merci beaucoup. Merci de me recevoir sur ce plateau. Au fait, la coupure a été demandée par notre principal transporteur d'énergie au Nigeria, c'est-à-dire la TCN, bien sûr, comme vous savez. Donc, la TCN nous a demandé parce qu'elle a bien sûr des travaux à faire dans son poste qui est à Ikeja, au Nigeria, et également elle veut profiter également, vous savez, nous sommes en période de pluie, elle veut profiter également pour changer quelques isolateurs qui sont sa ligne de transport qui alimente le Bénin, et juste pour pouvoir juguler le problème de dépannage qui peut arriver à tout moment. Donc elle veut profiter pour faire ce travail demain entre 15h et 19h. Donc ce travail sera fait juste parce que c'est un travail qui était nécessaire pour pouvoir, voir la ligne et, faire un dépannage, cohérent sur la ligne et permettre, une continuité de service sur le réseau. Parce que vous savez, bien sûr, nous sommes en train de rentrer dans une période de pluie. C'est très important pour la TCN de le faire. Donc, en vérité, voilà, c'est des travaux techniques d'anticipation pour éviter des pannes, justement. Bien sûr, c'est des travaux d'anticipation, mais je pourrais profiter en même temps, et je ne sais pas si vous me le permettez, pour vous dire que ce n'est pas une coupure totale, au fait. Je vois bien sûr que j'ai vu des commentaires, ce n'est pas une coupure totale. Vous savez, aujourd'hui, le Bénin est alimenté par deux sources principales. La source du Nigeria et la source du Ghana. Et chaque fois, vous remarquez que quand vous constatez une coupure totale de l'énergie électrique au Bénin, nous passons automatiquement sur la seconde ligne. Et c'est la même chose que nous ferons également demain. Donc demain, lorsque vous allez constater une coupure à 15h, automatiquement, c'est prévu, nous passons rapidement sur la ligne du Nigeria de la Vera, Water River Authority. Nous passons rapidement sur cette ligne et synchroniser sur la principale centrale électrique du Bénin, c'est-à-dire la centrale de Maria-Gleta, pour pouvoir avoir la continuité de service également sur le réseau. Donc, la population connaîtra peut-être une coupure entre 15h et 15h30, 15h30 au plus, et également entre 19h et 19h30. Sinon, entre 15h35 et 19h, tout le monde sera alimenté. Donc, ce n'est pas une coupure totale. Ce n'est pas une coupure totale pour le Bénin. Donc, on a toujours une alternative. Notre alternative de passer régulièrement sur la source du Ghana. Donc, ce n'est pas une coupure totale parce qu'on a prévu tout. La SBE, nous avons prévu tout pour qu'on puisse alimenter le Bénin. On peut y avoir une continuité de services dans le pays. Voilà donc ce que je pourrais vous expliquer sur cet aspect. Voilà. Merci de nous rassurer pour que les Béninois sachent que demain, il n'y aura que des coupures partielles. Et qu'en vérité, cela est lié à des travaux techniques effectués par vos fournisseurs du Nigeria, votre fournisseur du Nigeria, la TCN, et qui aura un relais avec votre partenaire du Ghana, la Vera. Bien sûr, on profite également normalement, nous présentons nos excuses pour les désagréments parce qu'à l'instant T, vous savez, il y a beaucoup de nos clients, de notre clientèle qui utilisent l'énergie électrique. Absolument. À cet instant T. Nous profitons pour leur présenter toutes nos excuses pour ce désagrément qui leur a causé et nous rassurons que nous ferons tout possible pour que dans les 10, 15, 20 minutes, qu'ils puissent avoir l'énergie à temps et puis pouvoir utiliser l'énergie comme il le faut pour que nous, en tant que fournisseurs, nous soyons satisfaits et que notre clientèle également soit satisfaite aussi de notre prestation. C'est notre souci premier aujourd'hui, notre souci premier plutôt aujourd'hui à la SBE et puis nous y attelons le plus possible. On le sent déjà par votre promptitude à venir apporter ces éclairages. Merci beaucoup à vous, M. René Sotomé. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le chef département en mouvement d'énergie à la direction technique de la SBE. Pour nous rassurer, demain, il y aura quelques petites ruptures d'énergie électrique, mais c'est des petites ruptures pour assurer une bonne continuité après de la fourniture de l'énergie permanente et de qualité de l'énergie au Bénin. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. On continue ce journal. Patrice Talon veut redorer l'image du Bénin en modernisant toutes les villes. Ambition portée par des projets d'amélioration du cadre de vie. Nous vous proposons dans ce journal un zoom sur ces projets et les villes qui seront impactées. C'est avec Rebecca Kenyaonde qui a rencontré à ce sujet le chef des projets à l'agence du cadre de vie. On suit.
Des villes propres, un cadre de vie sain pour le bien-être collectif. Pendant son quinquennat 2016-2021, Patrice Talon donne corps au projet de modernisation de toutes les villes du Bénin. Et pour ce second mandat, l'aménagement et la modernisation des villes demeurent une priorité. Au terme du mandat, toutes nos communes seront reliées entre elles par des voies bitumées. Nous poursuivrons la dynamique en faveur de l'assainissement et de la modernisation de notre cadre de vie. Ainsi, nos communes seront de plus en plus propres et attrayantes. Le chef de l'État, en prononçant ce discours, s'est basé sur des projets déjà en cours, notamment celui de l'assainissement pluvial. Cela consiste à réaliser des collecteurs, mais aussi à réaliser des aménagements autour des bassins, des zones marécageuses. Ces zones marécageuses seront draguées, recalibrées, et tout autour de ces zones, on fera des aménagements pour servir de promenade, de lieux de repos. Et donc ces bassins, qui étaient autrefois des marécages abandonnés où poussent des herbes, il y a ce qui recueille tant de déchets, sera complètement aménagé pour recevoir des gens qui pourront se reposer autour de ces bassins. Ce programme d'assainissement pluvial est aussi élargi à 8 autres grandes villes du Bénin. Il s'agit de la ville de Porto-Novo, de Sémékodi, la ville de Ouida, d'Abomey-Calavi, de Boycon, d'Abomey, de Parakou et de Natitengo. Les travaux sont estimés à 278 milliards de francs CFA, un montant qui n'est plus à rechercher. Les bailleurs sont connus, des contrats déjà signés. La Banque européenne d'investissement a signé son accord de prêt qui porte sur environ 72 milliards, sa participation dans ce programme. La Banque ouest-africaine de développement également a déjà fait son évaluation. La procédure de signature de cet accord de prêt est presque terminée. Nous avons la Banque africaine de développement qui finance également ce programme. Et si le cadre de vie est modernisé, il faut l'entretenir pour le rendre attrayant tel que le souhaite Patrice Talon. Voilà pourquoi, dans la foulée, la société de gestion des déchets du Grand Nokoué a été lancée. Ces activités seront élargies à d'autres villes du Bénin pour ce nouveau quinquennat. Tout se met progressivement en place pour redorer l'image du Bénin. Rendez-vous dans quelques mois certainement avec des villes bitumées et assainies. Et puis la formation professionnelle est l'autre grand chantier du chef de l'État. 7 jeunes sur 10 sont annoncés pour être formés à des profils prêts à l'emploi. En écho, comment apprécient les patrons d'entreprise ce projet de reformatage de l'offre de formation professionnelle? Eux qui se plaignent souvent de l'inaptitude des jeunes primo-demandeurs d'emploi. Réponse dans ce sujet de Rachida Biomaman. Le système dual implique que vous passiez de l'école à l'entreprise. Bon, est-ce que les entreprises pourront absorber tous les enfants? Non. Mais en tout cas, il faut commencer par ça. Je pense que ça, c'est très important. Parce que quelqu'un qui se frotte tout de suite à l'entreprise, qui comprend un peu de quoi il s'agit, c'est important. Et puis, ça obligera aussi les enseignants eux-mêmes à faire évoluer leur enseignement sur des choses un peu pratiques. On est encore obligé parfois d'aller trouver des Marocains ou des Sud-Africains pour faire des métiers typiques, des métiers manuels. Rares sont les plombiers, les vitriers, les menuisiers qui sont en difficulté réellement aujourd'hui. Par contre, le nombre de diplômés en ressources humaines qu'on ne sait trop quoi faire, vous voyez, donc il faut amener les gens à aller vers des métiers immédiatement opérationnels. C'est de ça qu'un pays en développement a besoin. C'est bien de former des lycées techniques, mais que ce soit des lycées modernes, que ce soit des lycées qui soient adaptés, dont les curricula de formation soient adaptés aux réalités actuelles. Il y a quelques années, on ne parlait pas de numérique, on ne parlait pas de digitalisation, mais aujourd'hui, c'est en vogue. Mais ceux qui sont devant nous sont déjà allés loin et ne parlent même plus de numérique et de digitalisation, parlent d'intelligence artificielle. Par exemple, le jeune qui rentre au lycée aujourd'hui en 6e, dans 7 ans, quand il voudra sortir,
il faut qu'ils sortent en même temps que les mutations du monde actuel. Il ne faut pas qu'ils sortent et que ce qu'on lui a appris de la 6e en terminale soit vêtu ou soit caduque au moment où ils sont en train de sortir. On reste dans l'univers de l'éducation avec cette question. Quel est le processus d'obtention du brevet d'invention pour les innovations? Une question qui touche également simplement à la question de la propriété intellectuelle. L'Agence nationale de la propriété industrielle a entrepris d'en imprégner les enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. On va en savoir un bout avec Rebecca Kendiaoundé et Bruno Khotepo. Une cinquantaine d'enseignants-chercheurs, tous grades confondus. Ils ont répondu à l'invitation du recteur de l'université d'Abomey-Calavi et ses partenaires. Ils ont soif de connaissances, mais ils ont surtout besoin de comprendre le processus d'obtention des brevets d'invention pour protéger et valoriser leur création. La valorisation des résultats de la recherche a été pendant longtemps négligée dans la majorité des universités africaines. Un grand nombre de trouvailles de nos laboratoires et unités de recherche dorment dans nos armoires et ne sont pas brevetées. C'est donc conscient de ce fait que la présente formation est initiée. Un pan essentiel de la question, comment mettre en place un mécanisme pour le financement de la recherche universitaire et aller au-delà des publications dans les revues scientifiques. Une cause à laquelle s'associe l'Agence nationale de la propriété industrielle, ANAPI. Dans un contexte de mondialisation de l'économie marqué par une forte concurrence axée sur la créativité et l'innovation, la propriété industrielle apparaît comme un outil indispensable aux inventeurs, aux entreprises et aux innovateurs à travers les droits de jouissance exclusifs des titres de propriété. Nous en avons besoin pour nous inscrire sur les différentes listes du Conseil africain et MAGA pour l'enseignement supérieur. L'intérêt, ce n'est pas seulement immédiat, c'est à long terme pour tout pays. L'Agence nationale de la propriété industrielle fait de la valorisation des résultats issus des recherches une priorité. Elle entreprend d'ailleurs de mettre en place à l'université d'Abomey-Calavi 2 centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Éducation, on y reste, on quitte Abomey-Calavi et on va se rendre à Gbedagba. C'est dans une école du 8e arrondissement de Cotonou. Des élèves y ont accueilli des locaux tout neufs. Derrière cette œuvre, la société industrielle d'acier du Bénin, Axel Dancy et Brice Chibozo en témoignent. L'école primaire publique de Gbedagba s'offre de nouvelles commodités. La Société industrielle d'acier du Bénin, SIAB, offre un cadre d'études plus agréable aux élèves de cette école. Nous avons débarqué le 20 novembre dernier dans le 8e arrondissement avec notre matériel pour, soi-disant, réfectionner le bâtiment indiqué. Mais une fois sur place, le constat est qu'il ne s'agissait pas simplement de réfectionner le bâtiment, il fallait reconstruire totalement pour garantir leur résistance dans le temps. Cher papa Alain Baguidi, au nom de tous mes camarades écoliers, je vous remercie et je dis aussi un grand merci à notre généreux donateur, le directeur général de la SIAB SA et à toute son équipe. Il n'y a pas de nation prospère sans une bonne éducation. Et une bonne éducation commence par la mise en place de meilleures conditions de travail. Alors, chers enfants, chers enseignants, en passant par des anciens locaux assez nouveaux édifices, vous êtes maintenant dans les conditions adéquates pour mener les plus belles et fertiles réflexions, celles qui garantissent à notre cité de bons cadres compétents et intègres. Remercier, dit-on, c'est demander davantage, alors gardons la main tendue pour tout ce qu'il vous plaira encore de faire pour le développement de mon arrondissement. De nouveaux modules de classe sortis de terre, ces enseignants et apprenants promettent la main sur le cœur d'en faire un bon usage.
On ne l'a pas vu dans le nouveau gouvernement. Pour la première fois depuis des décennies, le ministre de tutelle ou le ministère des tutelles des médias est tout simplement supprimé après les explications fournies par le chef de l'État sur une chaîne de la place ETélé pour ne pas la nommer. Le sujet est revenu encore au cœur des échanges entre les professionnels des médias et des membres du gouvernement. C'était à la Maison des médias. Laissons-nous donc davantage édifier par Axel Dancy et Yves Agolopessi. Faites en sorte que vous puissiez vous-même garantir votre liberté. Décryptage d'un sujet d'actualité qui brûle encore les lèvres au lendemain de la formation du gouvernement Talon 2. Une profession qui devient indépendante ne peut pas s'avilir systématiquement. Patrice Talon supprime le ministère de la Communication et donne ses raisons. Des raisons qui déferlent la chronique à ce Café Média Plus. 2 experts, en plus du porte-parole du gouvernement, éclairent la lanterne. J'ai toujours pensé, en tant que militant de la liberté de presse, en tant qu'ancien responsable des médias, en tant qu'ancien conseiller, j'ai toujours estimé qu'on n'a pas besoin d'un ministère de la Communication. Je suis un partisan vraiment de l'absence d'un ministère de la Communication, à la limite une cellule à la présidence de la République pour régler les problèmes administratifs. Parce que justement, la haute autorité de radio et de la communication a tous les pouvoirs. Donc vous avez dit que le chef d'État a décidé de renforcer. Non. Le chef d'État a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a eu le courage, ou peut-être n'a pensé faire. Mais la question nous concerne. Qu'est-ce que vous faites, mesdames, messieurs, journalistes? C'est notre job. Vous ne le faites pas souvent. Je suis aussi déçu par vos comportements. Allons-y. La RAC, si on lit bien la loi organique, effectivement, on n'a pas besoin de renforcer la RAC. Tout y est. Mais parfois, la RAC abuse de son autorité. Vous êtes dans le pays, vous avez vu comment la RAC a définitivement supprimé le Béninois libéré. Ça ne sort pas de ses prérogatives, pas du tout. La loi organique ne dit pas de supprimer entièrement un organe. On suspend un organe. D'une explication à une autre, chacun semble avoir eu pour son compte, mais Léon Rongbedi reprécise. On sait tous que ce n'est pas sur le coup du hasard et ce n'est pas sur le coup de l'émotion. C'est forcément une décision mûrie, pensée et annoncée au moment où il fallait. Évidemment que, comme il n'y a pas eu de préparation du terrain ou de l'opinion, ça a pu choquer les professionnels, mais fort heureusement, les explications ont permis que vous commenciez à comprendre. Moi, j'ai le sentiment, comme d'autres ont pu le dire, que c'est une vraie révolution. Et après, le vrai débat aujourd'hui, à mon avis, ce que les professionnels des médias devraient faire, ce que la HAC devrait faire, c'est commencer tout de suite à saisir cette balle et se dire comment nous faisons pour transformer cet essai. Le chef de l'État, au demeurant, fait une promotion inestimable de la liberté de presse. Plus d'une heure de débat et les journalistes retrouvent le sourire au terme des échanges de ce rendez-vous Café Média Plus. De la fille qui va devenir une femme, nous allons célébrer dans ce journal la maman. Eh bien oui, c'est demain, dimanche, la fête des mères et la rédaction anticipe. Dans ce reportage qui va suivre, Awa Chérif nous emmène à la rencontre de Dame Mariette, spécialiste de l'automobile pour qui la voiture n'a plus de secret. Suivons. L'automobile, désormais un secret de polichinelle pour Dame Mariette Goto. Après l'obtention de son diplôme de technicien supérieur en marketing et action commerciale, elle était loin de s'imaginer aujourd'hui diagnosticienne en automobile. Au départ, j'étais là en tant que commercial parce que c'est ce que j'ai appris et c'est avec le temps je me suis mise à l'œuvre. Il faut aimer tout ce qu'on veut faire et en plus du courage et puis facilement on peut le faire. Diagnosticienne automobile, mère de famille, femme au foyer, chaque seconde de sa journée lui est très importante. Tôt le matin, c'est une course à la montre qu'elle entame, tiraillée entre le boulot et la maison. Une course à la montre qu'elle harmonise parfaitement avec la dextérité d'une marathonienne.
même en étant au boulot, je travaille, je les surveille, je les prépare à manger et après on va tous à la maison et je dois encore préparer pour le soir. Moi, je dois demander si toi tu as appris déjà tes leçons. Il n'y a pas d'exercice pour toi, donc je gère tout ça. À ses débuts, elle travaillait dans ce garage comme commerciale. Son époux en est le responsable et ce dernier, avec le temps, a su lui transmettre cette passion de l'automobile. Elle s'est donnée à la chose et peut-être que c'est Dieu qui a intervenu et elle le fait bien. Au moins aujourd'hui, je peux voyager, je peux aller n'importe où. Je sais que j'ai mon deuxième, mes yeux, encore en place au boulot. Non seulement mon cœur, aussi encore mes yeux. Donc ça fait une fierté incroyable. Désormais, les deux tourtereaux travaillent la main dans la main grâce à la détermination de Dame Mariette qui a bravé toutes les barrières, même celles de l'automobile, pour s'imposer dans un monde hautement masculin. Félicitations à Dame Mariette et à toutes les femmes mères qui, comme elle, se battent pour tenir avec dignité leur rôle. Dématérialisation des procédures d'entrée et de sortie des marchandises aux frontières du Bénin. On en parlait en titre. Un projet lui est consacré. Il est à sa phase pilote. Son nom, guichet unique du commerce extérieur. Les acteurs de ce projet étaient à Grand Popo pour une séance d'échange et d'appropriation du dit projet. On va retrouver Rebecca Kenyaonde et Wenceslas Amoimo pour en savoir plus. Fini les longues et fastidieuses procédures avant le dédouanement et la main levée des marchandises. Désormais, grâce à la plateforme du guichet unique du commerce extérieur GUS, les procédures sont facilitées aux opérateurs économiques et conducteurs de marchandises. Il s'agit d'une solution mise en place par le gouvernement en partenariat avec la société Webfontaine. C'est un outil qui forcément va induire de nouvelles habitudes, mais c'est en même temps un outil qui vous permet de gagner du temps dans vos activités. Vous savez tous que le pays est en marche, que le pays se développe et que pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de mettre non seulement les infrastructures, mais également les superstructures. La plateforme du guichet unique du commerce extérieur est déjà expérimentée au port autonome de Cotonou. Son efficacité prouvée, le gouvernement a donc décidé de l'élargir aux frontières terrestres. Et pour cette phase pilote, c'est la frontière de Ilakondi qui est choisie. La séance du jour est initiée pour informer les différents acteurs afin qu'ils s'approprient le GUS. Le but de cette phase pilote, c'est d'abord de roder le système, de permettre aux acteurs de mettre en pratique la procédure que nous avons présentée aujourd'hui. Et au fur et à mesure, nous aurons donc des retours d'informations, nous pourrons apporter des améliorations. La seconde phase de la mise en œuvre du GUS va intégrer les frontières de Kraké, Igolo, Dja et Malanville. Croissance des PME et PMI au Bénin, on en parle à travers ce partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Ces deux institutions signent mercredi dernier une convention d'accord cadre. À travers ce partenariat, ces deux institutions s'engagent à mieux accompagner le développement des PMI et des PME. Awa Chérif, Patrick Nimavo. Définir et mettre en place un dispositif opérationnel pour l'accompagnement et le renforcement des capacités et le financement des PMI et PME. La CCIB et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin se donnent la main. Je peux vous rassurer, Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin, que nos deux institutions sont en parfaite synergie, coordination et coopération pour faire des PME un vecteur efficace de croissance et de la création d'emplois, un moteur d'économie résiliente et florissante.
La Caisse des dépôts et consignations du Bénin prend ainsi l'engagement à jouer sa partition pour la croissance des PME et PMI au Bénin. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin appuiera également des actions de formation et mettra à la disposition de nos entrepreneurs des instruments qui vont permettre leur développement et l'accélération de leurs activités. La CDCB appuiera également des actions de formation et de e-learning en favorisant la mise à disposition de ces entreprises d'une plateforme d'auto-formation et de mise en relation entre entreprises, investisseurs et exportateurs. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin a désormais pour charge la création et la gestion des fonds pour la promotion des entreprises bénéficiaires de ce programme spécifique. On va cette fois-ci dans le secteur des assurances avec la compagnie d'assurance Saham qui change de nom et devient Sanlam. Sanlam Assurance Bénin qui a réuni le monde des affaires béninois pour leur présenter son nouveau visage. Discours, présentation de logos et musique, un vrai show événementiel à l'américaine que nous racontent ici Ghislain Poguet et Edmond Ngwa. Dans le jardin d'un grand hôtel de Cotonou, hommes d'affaires, responsables d'entreprise, décideurs et autres spécialistes des assurances sont invités à un cocktail dînatoire. Autour des verres et des petits fours, Sanlam Assurance Bénin se présente. Sanlam propose une offre de solutions financières complètes à travers les simples d'activités. Sanlam Personal Finance, Sanlam Pan-Africa, Sanlam Investment, Sanlam Corporate et Santam. Forte de son expérience et de son expertise, Sanlam Assurance Bénin a calibré ses offres en fonction des besoins de la clientèle. Grâce à son expérience du marché, près de 25 années de présence, et grâce à sa technicité, la société propose des produits parfaitement adaptés à la demande de ses assurés et se positionne comme une compagnie axée sur la proximité. Proximité parce que installée à Cotonou, Porto Novo, Parakou, Djougou et Lokossa. Chez Sanlam Assurance Bénin, le contact humain est une priorité. Son réseau commercial, c'est plus de 500 agents. Sanlam Bénin propose une offre de produits complète dédiée à tous les segments de marché à travers ces 3 lignes de métiers, particuliers, PME, PMI et les multinationales. La présence discrète d'une ambulance trahit à quel point Sanlam Assurance Bénin fait attention à tout, même aux détails, dans ses interventions. On va parler d'un livre au titre moral, conscientiser la jeunesse sur le travail. Opportune Dianotin s'y attelle dans un ouvrage justement intitulé My Jobs, My Challenge. Le livre a été lancé hier à l'université d'Abomey-Calavi. Rebecca Kendiaoundé, Florence Bossa et Bruno Routeco nous feuillettent ce livre. My Job, My Challenge, le nouveau sur le marché littéraire. Un ouvrage bilingue de 195 pages. Et son auteur, la voici, Opportune Akpo Dianotin. Dans le livre, elle met un accent particulier sur le travail. Le travail, il est fondamental. Et chercher à aborder une telle thématique, c'est de nous amener à nous conscientiser, à savoir si le travail que chacun de nous exerçons, si vraiment nous le faisons bien. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Donc ce document va changer les mentalités et va amener la jeunesse à voir que le travail est libérateur. Que vaut un travail qui n'atteint pas des résultats, premier élément. Que vaut un travail qui, à la fin, n'épanouit pas le travailleur lui-même. Ces 2 questions fondamentales, l'auteur essaie d'y répondre et d'amener son lecteur à suivre étape par étape comment est-ce qu'il faut cheminer pour aller jusqu'à ces 2 destinations. Docteur en nutrition et sciences alimentaires, après son certificat d'enseignement experte consultante, Opportune Akpo Dianotin vogue dans l'agro-business. My Job, My Challenge est son premier ouvrage. Elle veut en faire un véritable outil au service du développement de chacun.
On boucle ce journal avec une note sportive. Les supporters de Manchester City et de Chelsea sont présents à Porto avant la finale de la Ligue des Champions entre les deux clubs anglais. Une finale purement anglaise dont vous voyez déjà même les images, mais qui se joue en terrain neutre, donc à Porto. Prenez le rendez-vous, restez scotchés. Merci d'avoir suivi ce journal et bonsoir chez vous.